Bonjour chers étudiants, je me présente, je suis votre professeur Tarek Kamar, professeur de la microéconomie, donc bienvenue dans ce cours. Alors, les objectifs recherchés par ce module sont les suivants. Dans un premier temps, on va essayer de vous expliquer les principes de base d'analyse des phénomènes microéconomiques et ensuite, vous devez être amené à être à l'aise en matière d'apprentissage de l'utilisation d'un certain nombre d'outils et techniques d'analyse des comportements des différents agents économiques, essentiellement le comportement du consommateur et le comportement du producteur. Et généralement, pour mener à bien ce cours, pour que vous puissiez mener à bien ce cours, en fait, il y a un certain prérequis qui sont nécessaires. Vous devez être à l'aise en matière de dérivés partiels, également en matière d'optimisation d'une fonction de plusieurs variables et également pour le multiplicateur de Lagrange. Donc votre cours des mathématiques vous sera très utile au niveau de ce cours. Alors, pour les références bibliographiques que je vous recommande fortement, d'abord, c'est un ouvrage très important sur lequel je me suis basé tout au long de ce cours. C'est l'ouvrage de Robert Pindyck et Daniel Rubinfeld intitulé La microéconomie, 7e édition, chez l'éditeur Pearson. Au niveau de plan de ce cours, généralement, on a toujours une introduction générale, c'est l'objectif accordé à cette première séance, c'est constitué sous forme d'une séance. Ensuite, le cours est subdivisé en deux grandes parties. La partie 1 qui traite la théorie du comportement du producteur est répartie en 3 chapitres. Le premier chapitre a pour vocation de vous expliquer la fonction de production. Ensuite, le chapitre 2 traitera les coûts de production et en ce qui concerne le chapitre 3, il a pour but fondamental de vous faire comprendre le comportement du producteur dans un marché dit de concurrence pure et parfaite. Quant à la deuxième partie, elle traite la théorie du comportement du consommateur, elle-même est subdivisée en 3 chapitres. Le premier a pour vocation de traiter l'utilité et les préférences du consommateur. Le deuxième chapitre, quant à lui, s'intéresse à l'étude du choix optimal du consommateur. Et pour finir cette partie, l'objectif qui sera accordé à un 3e chapitre étant de vous expliquer la demande individuelle et la demande de marché. Alors, comme introduction générale, on doit commencer d'abord par définir ce qu'est la science économique. Et pour cela, j'ai retenu la définition d'un grand économiste, John Robbins, qui explique que l'économie étant la science du comportement humain qui relie des fins supposées illimitées à des moyens rares et incertains à usage alternatif. Donc pour comprendre le bien fondé de cette définition, il faut quand même décrypter un certain nombre de mots-clés, en commençant d'abord à dire que l'économie est une science du comportement humain. C'est vrai que la science économique n'est pas une science exacte, elle est comme la sociologie, ils sont des sciences humaines qui ne sont pas des sciences dures comme les mathématiques. D'accord? Ces sciences-là, on pourra les intégrer ensemble dans tout ce qui est sciences liées à l'action humaine, la praxéologie. Si je retiens les termes d'un grand économiste autrichien, von Mises, généralement,
l'économie est considérée comme étant une science humaine parce qu'il a pour objectif fondamental d'étudier le comportement de l'être humain dans tout ce qui est en relation avec l'économie. Un deuxième mot clé qui est intéressant, à savoir les fins supposées illimitées. Qu'est-ce qu'on entend dire par les fins supposées illimitées? C'est que les besoins que l'individu cherche à satisfaire et qui sont par définition illimités parce qu'on constate qu'à partir du moment que vous allez satisfaire un besoin, un autre besoin apparaîtra pour le remplacer. Et comme on le dit, toujours l'être humain à la recherche de la satisfaction de ses besoins qui sont immenses, voire illimités. Le deuxième mot-clé, je reviens à la définition de Lionel Robbins, l'économie et la science du comportement humain, qui met en relation des fins supposées illimitées, c'est-à-dire ces besoins qu'on cherche à satisfaire qui sont par définition illimités, à des moyens rares. C'est-à-dire les moyens qui sont employés pour satisfaire ces besoins sont rares. Alors qu'est-ce qu'on entend dire par le mot rareté? Un bien généralement est dit rare lorsqu'il est produit en quantité limitée. Et pour mieux comprendre la notion de la rareté en économie, on doit faire la différence entre ce qu'on appelle un bien économique et un bien libre. Un bien économique, c'est un bien qui résulte d'un processus de production. Et tout ce qui résulte d'un processus de production est considéré comme étant un bien rare d'un point de vue purement économique. Pourquoi? Parce que pour produire ce bien, on aura besoin d'utiliser des ressources naturelles qui ne peuvent exister qu'en quantité limitée. Également, on doit utiliser des ressources humaines. Les ressources humaines, généralement, les ressources humaines, c'est, si vous voulez, le travail. Il n'existe qu'en quantité limitée. Et les ressources financières qui sont nécessaires pour l'acquisition de tout ce qui est machines, installations, des ateliers, des usines de production. Également, ces ressources sont limitées. Alors, tout ce qui est produit est généralement considéré comme étant rare. Pourquoi? Parce que les moyens qu'il utilise, les ressources qu'il utilise, que ce soit naturelles, humaines ou financières, sont généralement limitées. Si je prends l'exemple d'une bouteille d'eau, produire une bouteille d'eau, on pourra trouver les bouteilles d'eau dans les supermarchés en grande quantité et on pourra dire qu'il ne s'agit pas de bien vraiment qui est rare. Économiquement, c'est fait. Parce que pour produire ces bouteilles d'eau, il faudra normalement utiliser les différents moyens que je vous ai parlé tout à l'heure, des ressources naturelles, des ressources travail, et également déployer des moyens financiers, des ressources financières pour produire ces bouteilles d'eau. Donc, d'un point de vue purement économique, produire une bouteille d'eau, même s'il existe en grande quantité, est considéré comme étant un bien rare. Contrairement à cela, l'air que nous respirons, l'air, l'oxygène que nous respirons, est-ce qu'il est produit? Non. Il s'agit là d'un bien dit libre, qui n'est pas produit, et donc il ne pourra être considéré économiquement comme étant un bien rare. Si je reviens à notre définition de la science économique d'après Lionel Robbins, on a dit que l'économie est la science du comportement humain, qui relie des fins supposées illimitées à des moyens rares et incertains à usage alternatif. Alors, qu'est-ce que cela veut dire à usage alternatif? N'importe quel agent
moi par exemple en tant que consommateur, si je cherche à satisfaire mes besoins, je vais essayer de le faire avec la meilleure façon, compte tenu d'un certain nombre de contraintes qui s'imposent à moi, parce que en tant que fonctionnaire, j'ai un revenu à la fin de chaque mois et je ne pourrais pas me permettre de consommer tout ce que je désire. Et du fait, je dois essayer de dépenser mes ressources pour satisfaire mes besoins de la façon la meilleure. Et je serai obligé, vu que mon revenu, mon salaire, si vous voulez, est limité, de procéder à faire des choix. Je ne pourrai pas consommer tous les biens, mais tout jette. Mais par contre, je dois choisir entre une quantité d'un bien en renonçant à l'acquisition d'une autre quantité d'autres biens. C'est à usage alternatif puisque j'ai mon revenu qui est limité, je ne pourrais pas me permettre de tout consommer et du coup, je dois généralement procéder à l'usage d'une certaine quantité d'un bien en tant que consommateur. Cela va me conduire à abandonner tout ou partie d'un autre bien. La même chose pour les entreprises qui font la production. Je vais produire. Et pour produire, mes ressources financières en tant qu'entreprise sont également limitées. J'ai un budget qui est limité. Je ne pourrais pas, je dirais, acheter tous les facteurs de production. Les facteurs de production, il y a le facteur travail, ceux qui travaillent, le travail. Et il y a également le capital. Le capital, c'est l'argent que j'ai investi dans l'acquisition de tout ce qui est usine, machine, ainsi de suite. Et puisque mon budget en tant qu'entreprise, en tant que producteur est limité, également, je serai confronté à cette situation d'usage alternatif, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, en tant que producteur, l'usage d'une certaine quantité d'un facteur de production va me conduire à abandonner tout ou partie de l'utilisation de votre facteur. D'accord? Très bien. Généralement, on vient de définir ce qu'est la science économique. D'accord? Maintenant, on va passer aux différentes branches de l'économie. La première branche étant la microéconomie, qui fera l'objet de notre étude cette année. D'accord? C'est le cours que je vais vous dispenser, la microéconomie. Il a pour objectif fondamental de traiter le comportement d'unités individuelles. D'accord? On ne va pas s'intéresser aux agrégats économiques, les grands agrégats, c'est-à-dire des quantités agrégées telles que la production nationale ou le produit intérieur brut et d'autres éléments, mais plutôt on va s'intéresser à l'étude de comportement d'unités individuelles. Consommateur, producteur, en tant que consommateur, comment j'arrive à prendre une décision d'achat en tant que producteur, comment j'arriverai à prendre une décision de production, en fonction de quoi, selon quelles contraintes, ainsi de suite. Donc, généralement, la microéconomie a pour objectif fondamental de traiter le comportement d'unités individuelles telles que les consommateurs, les travailleurs, les investisseurs, les propriétaires terriens et les chefs d'entreprise, c'est-à-dire des producteurs, généralement tout individu ou tout agent économique, si vous voulez, qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre économie. Et pour cela, la microéconomie cherche à expliquer comment et pourquoi ces unités individuelles, en tant que consommateur ou en tant que producteur, je prends des décisions dans le domaine
économique. Par exemple, les consommateurs qui veulent effectuer un achat, ils le font en fonction de quoi? En fonction de leurs préférences. Mais ils doivent tenir également en considération l'influence des prix des biens et l'influence des changements qui affectent leurs revenus, leur salaire sur leur choix. Donc on va généralement essayer de comprendre, d'expliquer, de comprendre comment les consommateurs arrivent à décider de leur choix. De l'autre côté, le producteur également doit faire un certain nombre de choix en matière du type et de la quantité des biens qu'il doit produire, également des facteurs de production qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va utiliser plus de travail et moins de capital, ou plus de machines et moins de travail? Cela dépend d'un certain nombre de choses. Dépend d'abord des contraintes de sa contrainte financière et de la technologie qu'il va utiliser en matière de production. Pour la macroéconomie, qui représente la deuxième branche fondamentale de l'économie, elle s'intéresse à traiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à traiter des quantités économiques agrégées telles que le niveau et le taux de croissance du PIB et des PNB, c'est-à-dire l'évolution de la production nationale. Il a pour objectif également de traiter d'autres agrégats tels que les taux d'intérêt, le chômage et l'inflation, qui est la hausse générale des prix qui perdure dans le temps. Toutefois, aujourd'hui, on constate que la frontière entre la première branche de l'économie, qui est la microéconomie, et la deuxième branche de l'économie, qui est la macroéconomie, les frontières entre les deux sont devenues très minces. Pourquoi? Parce que pour comprendre l'évolution de ces agrégats, la macroéconomie commence aujourd'hui à s'intéresser à l'étude du fonctionnement et de la décision du fonctionnement des marchés à travers le comportement de ces agents économiques. Pour comprendre l'évolution de la production nationale, on doit comprendre également, analyser le comportement du producteur, comment une entreprise arrive à prendre une décision en fonction d'une certaine conjoncture économique, et également pour comprendre la consommation générale nationale, si vous voulez, on doit également analyser le comportement du consommateur. Donc, les frontières entre la microéconomie et la macroéconomie sont devenues de plus en plus minces. Quels sont les thèmes auxquels s'intéresse la microéconomie? Il y a un certain nombre de thèmes, d'accord? Et parmi ces thèmes, il y a la consommation, le travail, la production et d'autres. Mais également, on pourra dire que la microéconomie, d'abord, s'intéresse à étudier les limites auxquelles sont confrontées ces unités individuelles. Par exemple, le revenu d'un consommateur qui est limité et le budget d'une entreprise qui est également limité. Pour les travailleurs, ils ont un temps de travail qui est limité. On ne pourra pas travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et également un temps de loisir, d'accord, qui est limité pour ces travailleurs. Également, il y a la technologie de production, c'est-à-dire la manière de procéder pour produire, qui est limitée parce que tout dépendra de la disponibilité, de l'accessibilité à certains moyens de production. Et on pourrait dire que face à ces différentes limites, la microéconomie cherche à nous montrer comment tirer le meilleur parti
Et de manière générale, on pourra dire que la microéconomie explique comment les agents économiques peuvent procéder à une affectation efficace de leurs ressources qui sont par définition des ressources rares. Généralement, les différents agents économiques, les unités individuelles telles que les consommateurs, les travailleurs, les entreprises, sont confrontés à des arbitrages. Alors, ces arbitrages-là, ils peuvent être, je dirais, présentés à travers ces exemples très simples. Un consommateur doit faire un arbitrage entre, par exemple, acheter une nouvelle voiture ou garder son argent épargné. Vous savez que lors de cette crise sanitaire, la Covid-19, il y a un certain nombre de personnes, de consommateurs, qui avaient comme projet d'acquérir une nouvelle voiture. Et puisqu'on est dans les temps d'incertitude, il s'agit là d'une crise, on préférait d'épargner au lieu d'acquérir une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, ainsi de suite. Pour un travailleur également, il doit faire un arbitrage, choisir entre travailler ou partir en vacances. Une entreprise entre engager un salarié, un nouveau salarié, ou plutôt acheter une nouvelle machine. Donc la microéconomie va nous dire comment on pourra arbitrer au mieux face à ces contraintes-là. Et les contraintes qu'on a abordées, à savoir les limites qui s'imposent en matière de décision des différents agents économiques et d'unités individuelles. Alors, les thèmes de la microéconomie sont certes très nombreux, mais il y a un focus qui est donné normalement, qui est fait, si vous voulez, sur, par exemple, le consommateur. On étudie beaucoup le comportement du consommateur en tant qu'unité fondamentale en économie et dans le fonctionnement des marchés. Alors, la microéconomie s'intéresse à étudier comment les consommateurs décident du montant de revenus à consommer ou à épargner compte tenu de leurs revenus qui limités. La théorie du comportement de consommateur, en deux mots, cherche à nous expliquer comment on arrivera à maximiser notre niveau de satisfaction, notre niveau de bien-être, en suivant d'abord nos préférences, nos désirs, mais également en arbitrant pour acheter plus de certains biens et moins de d'autres, compte tenu de notre revenu qui est limité. Pour les travailleurs également, un autre thème majeur de la microéconomie, on pourra s'intéresser à étudier comment les individus décident quand entrer dans la vie active. Par exemple, vous êtes des étudiants et vous allez à un certain moment réfléchir à arrêter vos études, d'accord, et aller immédiatement percevoir un salaire, ou plutôt continuer vos études pour obtenir un diplôme plus honorable dans la perspective, bien entendu, de gagner un salaire qui est plus élevé dans le futur. Donc, généralement, les travailleurs font des arbitrages dans le choix entre aller travailler ou aller faire des loisirs, les loisirs comme des activités sportives ou des voyages. Pour les entreprises, c'est en matière de production. Là, la microéconomie va s'intéresser à nous expliquer les décisions en matière de production. Autrement dit,
quels sont les types et les quantités qui vont être décidées par une entreprise donnée, une entreprise quelconque. En matière de production, on doit décider la quantité et le type de bien qu'on va produire. Et cela dépendra bien entendu, normalement, d'abord de notre technologie de production et également de notre budget en tant qu'entreprise, c'est-à-dire nos moyens, nos ressources financières. Donc la théorie du comportement, la théorie de la firme, comme vous le savez, la firme c'est l'entreprise, et la raison de l'entreprise dans les marchés étant de réaliser le profit, et pas n'importe quel profit, un profit qui est très élevé. On cherche à maximiser le profit, comme l'a dit Milton Friedman, un grand économiste. Les entreprises devront se comporter comme si elles maximisent leur profit. D'accord? Donc, la théorie de la firme décrit généralement comment les entreprises maximisent leur profit compte tenu des contraintes, que ce soit la technologie de production qu'ils vont utiliser et également le budget qui est à leur disposition, et en arbitrant pour produire plus de certains biens et moins d'autres. D'accord? On ne va pas tout produire, mais on doit choisir ce qu'on va produire, mais en fonction de quoi? Voilà la question à laquelle on va répondre tout au long de ce cours. En ce qui concerne bien entendu la partie en relation avec le comportement du producteur. Alors, les arbitrages en matière de consommation, en matière de production, ils se fondent essentiellement sur les prix auxquels les consommateurs, les travailleurs, les entreprises sont confrontés. Si je suis un consommateur, je dois faire le choix entre aller acheter du poisson ou de la viande. Non, seulement parce que j'aime une catégorie de biens au détriment d'une autre, mais également en fonction du prix de ces biens-là, du prix du poisson comparativement au prix de la viande, ce qu'on appelle les prix relatifs. Donc le prix est un élément fondamental dans notre décision de consommation. Pour les travailleurs également, ils peuvent choisir entre aller travailler ou partir en loisir en fonction du prix du travail, c'est-à-dire le salaire. Alors, les entreprises également doivent décider qu'est-ce qu'ils vont produire, avec quelle quantité, en fonction des prix des biens. Et ils peuvent décider quels facteurs de production vont utiliser, est-ce que c'est le travail ou plutôt les machines, en fonction de quoi? En fonction, bien sûr, des prix, le prix de ces facteurs de production. Alors, comme on vient de le souligner, le prix est un élément fondamental dans nos choix, dans les activités de consommation et de production, et donc il constitue un élément décisif dans notre opération d'arbitrage. Comment alors les prix sont déterminés? Comment les prix sont déterminés? Et là, on doit faire la différence entre ce qu'on appelle une économie planifiée, comme l'ex-URSS, les prix ne sont pas décidés par les entreprises, les prix sont fixés par le gouvernement. Le gouvernement qui décide ce que les entreprises publiques vont produire, à quelle quantité et à quel prix. Contrairement à cette économie planifiée, on a également ce qu'on appelle les économies de marché. C'est tout à fait l'opposé de l'économie planifiée. L'économie de marché, ce qu'on appelle en arabe iqtisad as-suq. Dans une économie de marché, les prix sont généralement le résultat des interactions entre quoi et quoi, entre les acheteurs, les consommateurs et
les producteurs. C'est-à-dire c'est la loi de l'offre et de la demande qui va déterminer le prix des biens et leur quantité échangée. Donc, qu'est-ce qu'un marché? Un marché n'est qu'un ensemble d'acheteurs et de vendeurs qui déterminent ensemble le prix d'un bien et la quantité échangée. Donc, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Inch'Allah, à la séance prochaine, on va aborder la première partie qui traite le comportement du producteur. Au revoir.